Bonjour Thomas Rosado. Bonjour. Alors vous êtes maître de conférence de civilisation latino-américaine à l'université de Rouen. Vous êtes notamment spécialiste des relations entre le syndicalisme et le gouvernement vénézuélien. Aujourd'hui, 2 mois après l'enlèvement de Nicolás Maduro, le président vénézuélien, quelle est la situation aujourd'hui des syndicalistes? Il y a du coup, de fait, 2 syndicalismes au Venezuela. Un syndicalisme qui est en faveur du gouvernement, mais qui ne revendique rien, qui a de fait une très faible capacité de mobilisation, et un syndicalisme revendicatif qui, lui, était extrêmement contraint sous Maduro, qui voit paradoxalement dans l'intervention des États-Unis une opportunité politique pour se mobiliser à nouveau sans craindre immédiatement la répression. On ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas dans quelle modalité, parce qu'évidemment la démocratie n'est pas la priorité de Donald Trump, mais de fait il y a eu des libérations de prisonniers politiques. Sur les 24, il me semble qu'à un moment donné on avait 2 libérations, dans le sens où en fait ils sortaient de prison mais les charges n'étaient absolument pas abandonnées contre eux. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement de Delcy Rodríguez, donc la présidente par intérim, n'est pas favorable notamment à voir cette population de syndicalistes sortir de prison? Ce phénomène d'amnistie, il est complexe et contradictoire, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté une ouverture et clairement toutes les personnes qui sont libérées, toutes les personnes qui sont absous de leurs charges bénéficient de cela, mais pas tous, et il est sous contrôle du gouvernement. Au-delà des 500 prisonniers politiques, parmi eux, des syndicalistes, mais pas seulement, il y a des milliers de personnes qui sont sous le coup de procédures judiciaires, c'est-à-dire qu'ils sont libérés, mais qui sont soit assignés à résidence, soit tenus d'aller pointer toutes les semaines, tous les 15 jours au commissariat et risquent de les renvoyer en prison selon l'évolution de la législation répressive. Il y a plusieurs centaines de syndicalistes qui ont été frappés par ces mesures durant la présidence de Nicolás Maduro. Avant ce kidnapping, quelle était la relation des syndicats avec Maduro? Maduro, c'est un paradoxe à lui tout seul. C'est le premier président de l'histoire du Venezuela issu du mouvement syndical, mais c'est sans doute celui qui a le plus dégradé la condition des travailleurs et du mouvement syndical au Venezuela. Il est le chef de file des courants syndicaux les plus subordonnés au gouvernement et il va lutter contre toute perspective d'autonomie du mouvement syndical vénézuélien de fait. Donc c'était vraiment une volonté de contrôle? Oui, mais ce qui était une dynamique globale en fait. Nicolás Maduro arrive au pouvoir en étant tout juste élu en 2013, élu démocratiquement mais avec une très ferme marge de victoire. Et au fur et à mesure des années, il va connaître une crise économique extrêmement grave, notamment liée aux sanctions états-uniennes, mais pas seulement. De fait, il est impopulaire. Et comment continuer à gouverner quand vous êtes impopulaire? C'est-à-dire en faisant taire toutes les contestations. Par particulier dans le secteur pétrolier, qui est un secteur éminemment stratégique au Venezuela, c'est la première ressource d'exportation du pays. On a des répressions qui ont été menées de manière extrêmement féroce contre les travailleurs de ce secteur. Et puis dans le sud-est du pays, qui est une zone sidérurgique, qui est une zone d'extraction de minerais, où on a des pratiques extrêmement répressives. Ce qui ne veut pas dire que c'est une pratique répressive sur tout le pays. Dans la plupart des pays, on va simplement ignorer les revendications. Les élections syndicales n'ont pas été convoquées depuis la présidence d'Hugo Chavez, donc mort en 2013. Et dans des secteurs où le gouvernement sait qu'il perdrait ces élections, il suspend le processus électoral. Dans la plupart de vos travaux, vous parlez notamment de l'autoritarisme de Maduro, mais auparavant, quelles étaient les relations notamment avec Hugo Chavez? Chavez a eu une relation ambivalente au mouvement syndical. Il a à la fois eu besoin du mouvement syndical pour résister aux tentatives de renversement de la bourgeoisie vénézuélienne, des élites syndicales vénézuéliennes, en partie des États-Unis en avril 2002, un blocage de l'économie entre décembre 2002 et février 2003. Si Hugo Chavez se maintient au pouvoir, c'est précisément grâce à ces travailleurs qui vont maintenir en activité l'entreprise pétrolière publique, PDVSA, un certain nombre d'entreprises privées, contre le gré de leur patron ou contre le gré des hauts dirigeants de l'entreprise pétrolière PDVSA. À partir de ce moment-là, il y a un clivage qui se fait en interne du mouvement chaviste. Est-ce que on maintient une loyauté totale à Hugo Chavez ou est-ce qu'on défend nos revendications en propre? Nicolás Maduro est le porteur de l'orientation la plus subordonnée au gouvernement et d'autres disent qu'il faut maintenir cette autonomie. C'est un dilemme qui va pourrir la vie
du mouvement syndical bolivarien pendant des années. Une des revendications qu'avaient les travailleurs de cette époque-là, c'était de nationaliser sous contrôle ouvrier. Et les nationalisations se faisaient souvent sous contrôle gouvernemental ou avec des formules de cogestion qui ne rendaient pas la situation facile pour les salariés de l'entreprise, qui faisaient en sorte que les entreprises manquaient de matières premières ou que les travailleurs devaient assumer une situation de crise de l'entreprise qui était organisée par le gouvernement. De fait, on a une situation où ce modèle devenait impopulaire. Dans les derniers mois de la présidence de Chavez, il y a une décision assez forte qui est la création de la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs, donc une nouvelle centrale syndicale qui est censée résoudre cette contradiction entre revendications économiques et défense du processus politique à la faveur de ceux qui défendent à tout prix la défense du processus politique, qui considère que la priorité, c'est de convaincre les travailleurs de renoncer à leur revendication d'augmentation des salaires, par exemple. Un autre phénomène que j'ai pas mentionné, c'est une multiplication du nombre de syndicats avec un maintien du taux de syndicalisation égal. Ce qui veut dire que dans chaque entreprise, au lieu d'avoir un seul syndicat, vous allez avoir plusieurs syndicats selon les orientations politiques de chacun. C'est une tradition au Venezuela où le syndicalisme est éminemment politique, où chaque militant syndical est avant tout un militant politique. Mais du coup, dans chaque entreprise, ou dans chaque branche, ou dans chaque fédération régionale, le syndicat représente une orientation politique précise et où les institutions publiques vont choisir le syndicat le plus subordonné au gouvernement, qui va avoir les revendications les moins disantes pour les travailleurs et qui va permettre de renouveler la convention collective à moindre coût pour l'État. Aujourd'hui, le Venezuela vit depuis plus de 10 ans une crise politique, sociale, économique assez forte. C'est quoi être travailleur au Venezuela? Être travailleur au Venezuela, c'est pas pouvoir vivre de son salaire. Le salaire minimum au Venezuela, c'est de l'ordre de $1 par mois. Quand le panier alimentaire pour un foyer est de l'ordre de $500 par mois. Pour arriver à joindre les deux bouts, il y a des primes du gouvernement, une prime pour guerre économique, une forme de ticket alimentaire qui permet d'arriver peut-être à une centaine de dollars par mois. Mais ce qui est très loin de la survie quotidienne. Et surtout, ces primes, par définition, elles sont pas incluses dans le salaire, donc elles sont pas incluses, ce qui s'appelle au Venezuela des utilités, donc les primes de fin d'année, ce qui sont pas inclus dans le calcul de la retraite. On a cette situation où les revenus ont été détruits au Venezuela parce que la monnaie s'est effondrée et parce que pendant plusieurs années, le gouvernement Maduro a proclamé des augmentations de salaire qui ne suivaient pas du tout le cours de l'hyperinflation et depuis 2-3 ans, il n'y a même plus d'augmentation de salaire. Donc on a le pouvoir d'achat qui se réduit au gré de l'inflation qui reste importante. On n'est plus dans les cycles d'hyperinflation de plusieurs milliers de pourcents par an, mais on est dans un moment où l'inflation rogne le pouvoir d'achat des Vénézuéliens. Peut-être moins de pénurie qu'au plus fort de la crise entre 2017 et 2020, mais il y a des difficultés pour les Vénézuéliens de se nourrir, de s'approvisionner en produits de première nécessité. Et ceux qui arrivent à s'approvisionner, c'est ceux qui ont accès à des dollars envoyés par des proches, par les familles à l'étranger. L'accès aux dollars devient un objectif fondamental pour les salariés vénézuéliens, pour le peuple vénézuélien, pour arriver à satisfaire ses besoins les plus élémentaires. D'accord. Et en parallèle de ça, notamment le gouvernement Maduro avait fait voter notamment une loi qui permettait de déroger au loi du travail, notamment au nom du maintien de l'emploi. Qu'est-ce que c'est que cette affaire et quelles sont les conséquences aujourd'hui? Avant Chavez, il y a une réforme néolibérale qui va diminuer les prestations sociales pour les travailleurs. Chavez arrive au pouvoir avec la promesse de réformer cette loi qui est faite en 1997, donc juste avant l'accession de Chavez au pouvoir en 1999. Cette promesse, elle va rester longtemps lettre morte. Elle va être mise en application quelques mois avant la mort de Chavez, en 2012, qui rétablit les droits des travailleurs tels qu'ils avaient été dérogés en 1997, qui permet de rétablir les jours fériés qui avaient été supprimés, qui instaure des congés maternité, des congés parentaux, donc qui est une amélioration pour les droits des travailleurs, qui est une menace pour les libertés syndicales où les syndicats doivent déposer la liste de leurs affiliés à une instance liée au gouvernement, ce qui est pas terrible pour l'autonomie du mouvement syndical. Et de fait, dans ces améliorations, va être assez peu suivi d'effet parce que l'effondrement de l'économie vénézuélienne arrive juste après. Ce qui va avoir lieu, c'est le mémorandum de 1792, qui permet aux entreprises, y compris dans le secteur public, de déroger à des dispositions du droit du travail sous prétexte de maintien de l'emploi. Et on est dans une situation de tel effondrement de l'économie que les employeurs, publics comme privés, arrivent à imposer ce non-renouvellement des conventions collectives
qui est normalement de droit hein, dans le système juridique vénézuélien, l'absence de revalorisation salariale qui est normalement inscrite dans la Constitution. Le salaire minimum doit correspondre au panier basique pour le travailleur vénézuélien. Et donc on a une dégradation de cela, qui se fait sur un régime dérogatoire. Aujourd'hui, on parle de nouvelles lois du travail qui seraient favorables aux investisseurs dans ce moment de libéralisation économique imposée par Washington. On n'a pas trop d'informations là-dessus, parce que c'est la fin du détricotage d'une loi, la loi de 2012, qui de fait n'était plus appliquée, mais où maintenait un cadre juridique de référence. Est-ce que c'est entériné ces dérogations du mémorandum de 1792? On est dans cette situation où les orientations du gouvernement de Delcy Rodríguez vont dans un sens défavorable aux travailleurs vénézuéliens. Quelles seraient les marges de manœuvre pour les syndicalistes français pour venir en aide aux syndicalistes vénézuéliens? Marquer une solidarité avec les travailleurs vénézuéliens, pas avec le gouvernement vénézuélien. Les échanges avec ces syndicalistes pourraient permettre d'aider à changer le rapport de force et à faire connaître leurs revendications et à permettre que le coût de chaque mesure par le gouvernement de Delcy Rodríguez à l'encontre du mouvement syndical soit plus élevé par l'impopularité que ça lui amène au niveau international. Merci beaucoup pour votre explication, votre éclairage notamment sur les crises actuelles du Venezuela. Je vous en prie, c'était avec plaisir. Merci de votre invitation.